Eh bien, bonjour et merci de nous rejoindre dans une nouvelle aventure du collectif 21. Une aventure qui se veut faire un peu l'état de l'associatif en Belgique en 2020, avec différentes entrées qu'on avait prises jusqu'à présent, une entrée plus psychanalytique, une entrée plus administrative, une entrée plus concrète aussi, en se disant qu'est-ce que les associations font sur le terrain, particulièrement en temps de crise. Et on a aussi tenté d'aborder des questions qui touchent plus au financier finalement des associations. Et parlant de financement des associations, on voulait avoir un entretien aujourd'hui avec deux personnes qui pouvaient nous amener un éclairage qu'on trouvait intéressant, éclairage qui vient compléter finalement le panorama qu'on essaie de dresser autour des associations. Alors on a le bonheur d'accueillir Isabelle Philips, qui est directrice générale au Crédal, de Crédal, je pense qu'on dit même, et Bernard Bayot, qui provient du réseau Financité et qui en est le directeur, mais qui est aussi président du conseil d'administration de Newbie. Donc ça fait une double casquette qui va aussi probablement amener un regard complexe, nuancé, en tout cas on le suppose. Et on va commencer peut-être en vous écoutant, vous présenter à la fois vous dans la fonction que vous occupez au sein de votre institution ou de vos institutions, mais aussi décrire en quelques mots votre institution et ce qu'elle fait particulièrement à l'attention des associations. Je propose qu'on commence par Isabelle Philips. Bonjour, donc merci déjà de m'accueillir dans ce débat, enfin dans cette discussion. Donc moi je suis Isabelle Philippe et je suis directrice générale de Crédal depuis 3 ans. Auparavant, enfin voilà, dans ma carrière, j'ai déjà travaillé pas mal d'années à Crédal et puis j'ai quitté pour revenir il y a 3 ans pour prendre la direction générale. Mais donc j'ai travaillé auparavant à Crédal déjà dans le domaine du crédit aux associations. Donc cette partie-là de l'activité de Crédal est celle vraiment que je connais sans doute le mieux, même si maintenant donc je suis directrice générale du groupe. Le groupe étant donc composé de plusieurs activités que je vais vous décrire maintenant. Donc Crédal, c'est un groupe coopératif, comme on le dit. Donc c'est un groupe coopératif de finances solidaires qui propose du placement éthique, du crédit alternatif et de l'accompagnement. Alors donc Crédal en fait est vraiment né d'une initiative citoyenne qui souhaitait donner une finalité éthique et solidaire à son épargne. Donc c'est vraiment, on est né dans les années 80 au moment de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment né d'une initiative citoyenne qui a voulu, c'était des citoyens, des ONG, des associations qui militaient contre l'apartheid en Afrique du Sud et qui a finalement réalisé que leur épargne qui était mise sur les comptes d'épargne en Belgique, sur des comptes en banque, servait à financer des entreprises qui soutenaient le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc de cette prise de conscience est née aussi une réaction, une action. Ils ont retiré leur argent des banques et ils ont décidé de le placer au sein d'une coopérative. Donc on attaque déjà peut-être un petit peu le sujet du jour. La coopérative étant la structure juridique qui se prêtait le mieux à ce qu'ils souhaitaient faire, puisque c'était vraiment l'idée de coopération, de se mettre ensemble pour voilà, mettre son argent en commun et le mettre au service de l'économie locale, sociale, donc des initiatives sociales et solidaires qui étaient présentes en Belgique francophone. Donc très vite, évidemment, quand ils ont disposé d'un peu d'épargne, il a fallu directement aussi s'adresser à des initiatives sociales autour de ces personnes qui avaient créé Crédal au début, uniquement une structure bénévole d'ailleurs. Et donc ils ont commencé à s'adresser, à proposer des formes de crédit au secteur de l'économie sociale qui à ce moment-là était en fait encore très peu structuré. C'était pas du tout la structure qu'on a aujourd'hui avec des agréments, enfin voilà, des financements et toute une série de choses qui ont fait que ce secteur, pardon, s'est professionnalisé énormément ces dernières années. On y reviendra sans doute. Mais donc, on a commencé à financer du logement social, l'insertion socio-professionnelle, mais c'était pas encore les AIS, c'était pas encore les CISP. Donc, c'était vraiment encore des projets fortement portés par des bénévoles. Et par un réseau associatif très engagé, très militant, mais peut-être pas toujours très outillé au niveau des compétences de gestion. Et donc, on a directement créé une ASBL à côté, donc très vite en tout cas, qui en fait a permis de créer une agence conseil, donc vraiment un bureau de consultance pour aider ces projets d'économie sociale à se structurer, à se professionnaliser, à créer des outils de gestion, plans de trésorerie, etc. Et donc, on a très vite en fait associé au crédit la dimension accompagnement. Voilà, donc en fait ça c'est un petit peu l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on a 3 métiers chez nous. Le métier placement qui est l'origine, qui permet évidemment de faire du crédit, et puis le métier d'accompagnement qui est en fait
indissociable de notre activité de crédit. Alors, je vais peut-être pas être plus longue, mais on a développé d'autres activités de crédit, notamment de microcrédit au fil du temps. Ici, on est peut-être plus sur le champ de l'économie sociale, mais je pourrais revenir sur les activités de microfinance si vous souhaitez. Et en tout cas, la microfinance, c'est toujours aussi avec de l'accompagnement des entrepreneurs ou des particuliers qui ont un microcrédit. Et le choix, parce que vous disiez, on a mis la structure accompagnement dans une association, dans une ASBL. Oui. Ce choix, il est motivé par quoi ? Essentiellement parce que l'ASBL permet de bénéficier de subsides publics. C'est ça, d'accord. Voilà, donc au fil du temps, aujourd'hui ce sont des APE, mais au fil du temps, bien entendu, ça a évolué. Au début, c'était d'autres types de subsides. Mais donc, oui, effectivement, dans la coopérative, ce n'était pas possible, qui est quand même une forme commerciale, ce n'était pas possible de bénéficier de subsides qui nous permettaient du coup de financer, parce que nos services sont accessibles aux associations qui ont peu de moyens en fait à mettre aussi dans ces frais de consultance, de professionnalisation, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, vraiment, le paysage a changé. Et donc, c'était nécessaire aussi qu'on aille, nous, à côté de peut-être certains filles que les ASBL pouvaient quand même payer, on avait besoin d'aller chercher des subventions publiques. Et puis, on a toujours travaillé beaucoup avec des bénévoles aussi. Donc, il y a à côté dont le salariat, au début, c'était un 5e temps, puis petit à petit, l'équipe s'est étoffée. Mais on a toujours travaillé avec énormément de bénévoles. Donc, même si au départ, c'était que des bénévoles, aujourd'hui, on a encore une centaine de bénévoles qui travaillent aux côtés de l'équipe de salariés, quoi. Donc, ça reste quand même un ancrage assez fort aussi. Et l'équipe de salariés, du coup, vous disiez, vous êtes combien ? On est 50. 50 aujourd'hui, ok. Donc d'un 5e temps à 50. Oui, en 35 ans quand même. Hein. Donc... Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ok. Oui. Merci. Alors pour peut-être Financité et Newbie, alors Bernard Baillot, je vous laisse la parole pour une présentation comme vous l'entendez, mais une présentation peut-être du même tonneau. Très bien, je vais essayer de me caler là-dessus. Donc effectivement, voilà, moi-même je travaille maintenant depuis pratiquement 2 décennies dans la finance solidaire, donc j'ai l'occasion de rencontrer depuis longtemps Isabelle dans ses précédentes fonctions. Et donc, Financité et Newbie, c'est 2 choses différentes, même s'il y a une interconnexion. Financité a la particularité, et c'est peut-être intéressant le débat qu'on aura tout à l'heure, qu'en réalité, c'est historiquement une association d'associations. C'est-à-dire que Crédal notamment et d'autres ont fondé Financité. Il y a aussi, je ne sais plus très bien, moi 32 ans, un truc comme ça, un peu plus jeune que Crédal fatalement, puisque Crédal est la maman, une des mamans, mais voilà, un peu dans la même foulée d'apartheid dont on a parlé, des luttes pour une plus grande conscientisation de ce qu'on fait avec notre épargne. Et donc, au départ et pendant de nombreuses années, Financité a été en fait un groupement d'organisations. Il y avait là 2 objectifs. Un premier objectif qui était de sensibiliser à l'usage de l'argent. Et il y avait un autre objectif beaucoup plus prosaïque, c'est qu'à l'époque, il y avait une banque publique qui s'appelait la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, qui avait ouvert un compte d'épargne, le compte Sigal, qui avait comme particularité, d'une part, de réinvestir dans des projets qui respectent des critères sociaux et environnementaux, mais aussi de dégager une commission, une partie des intérêts qui étaient reversés au milieu associatif. Donc c'est une manière en fait de financer l'associatif à l'époque. C'est intéressant puisqu'on va parler du financement du monde associatif. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était quand même relativement important à l'époque. Et donc, du coup, la CGR n'avait pas envie de commencer à discuter avec des centaines d'organisations en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, et elle a suscité la création de 2 réseaux, un réseau en Flandre et un réseau du côté francophone. Et donc, le réseau du côté francophone, c'était Financité, ce qui explique que ce sont, pendant de nombreuses années, nos seuls membres étaient des associations. Donc, aujourd'hui encore, on a une bonne 90aine d'associations membres de Financité. Il y a toutes sortes, hein, ça va de Amnesty à la Ligue des droits humains, ça va de la Ligue des familles à Télé Carmonde, Crédal bien entendu, Alterfin et d'autres dans le domaine de la finance solidaire, mais bref, tous les secteurs sont représentés. Ça c'est la genèse. Progressivement, Financité s'est élargi à d'autres activités et à d'autres types de membres. Bon, d'une part, des activités de recherche. Donc, on a développé depuis une bonne 20aine d'années maintenant des activités de recherche sur différents sujets qui touchent à la finance solidaire. Donc, bien entendu, tout ce qui est financement du monde associatif, mais aussi toutes les questions d'inclusion financière, toutes les questions
de fonds éthiques, tout le financement de l'économie de proximité, c'est toutes des choses sur lesquelles nous avons pas mal travaillé au cours de ces années. Et quand vous dites inclusion financière, ça veut dire quoi ? Alors, très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une série de personnes qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas accéder, comme elles le devraient, à des services financiers. Or, aujourd'hui, les services financiers, c'est devenu presque un service public, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas louer un appartement si vous n'avez pas une domiciliation de votre eau, par exemple, pour les fournisseurs d'eau, d'électricité, etc. Donc, se passer d'un compte en banque, des moyens de paiement, etc., c'est devenu intenable. C'est pas un droit humain au sens juridique du terme, mais c'est en tout cas un service public. Or, aujourd'hui, ça a toujours existé, il y a toujours eu une série de gens qui en ont été privés, mais aujourd'hui, c'est en particulier le cas des personnes qui n'ont pas accès à la digitalisation. Donc, c'est-à-dire, d'une part, les personnes âgées. Il faut savoir qu'en Belgique, c'est le dernier chiffre du ministère des Affaires économiques, il y a 10%, 9,9 exactement, 9,8 ou 9,9% des gens qui n'ont jamais surfé sur Internet. Donc ça paraît bizarre, on organise ici une réunion, on discute par des écrans interposés, etc. Donc il y a 1/10 de la population qui n'a jamais accédé à Internet. Et donc là-dedans, c'est bien sûr des gens des personnes âgées, qui n'ont pas cette culture-là, qui n'ont pas la dextérité nécessaire, etc., qui n'ont pas l'outillage nécessaire. C'est des personnes en difficulté sociale qui n'ont pas l'outillage, par exemple. Et puis aussi, c'est tous les problèmes liés à l'illettrisme. Qui fait qu'on ne sait pas nécessairement. Voilà. Et donc tous ces gens-là, aujourd'hui, au fur et à mesure que on réduit le nombre d'agences bancaires, les lieux où on peut retirer de l'argent, faire des virements, etc., eh bien, ces gens ont de plus en plus de difficultés. Alors, il y a aussi des clients particuliers, il y a tout le lien, par exemple, dans la ruralité. Le fait qu'il y ait de moins en moins d'agences fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une épicerie, qui a, un magasin de journaux et qui a en main le cash de la journée, eh bien, il doit parfois faire 20-25 km pour trouver un endroit où déposer son argent. Je ne parle même pas des problèmes de sécurité que ça génère. Bref, et je pourrais continuer longtemps comme ça, mais donc il y a des vrais problèmes d'inclusion financière aujourd'hui, et donc c'est un des sujets que nous traitons. Donc je reviens à ce que je disais, la recherche, ça c'est un aspect, et alors on est devenu également un mouvement d'éducation permanente, c'est-à-dire qu'on fait des animations sur tous ces sujets-là pour essayer effectivement de rendre la finance accessible en termes de compréhension aux uns et aux autres, mais aussi en termes d'enjeux. Parce qu'en réalité, la finance est vraiment un point central qui détermine notre vie sociale, peut-être autant que des choix politiques qu'on va faire dans l'urne aux élections. C'est vraiment un point très important. Et donc, on essaye de sensibiliser, d'expliquer. Et donc, on réalise, grosso modo, 700 en temps normal, évidemment. Maintenant, en période Covid, c'est un peu différent, mais en temps normal, on fait 700 animations, 750 par an, donc environ 2 par jour, un peu partout en Wallonie, à Bruxelles. Et donc, du coup, notre membership a complètement changé. Aujourd'hui, on a 5000 personnes physiques qui sont membres de Financité, mais aussi des groupes de citoyens. Donc, on a une cinquantaine, 45-50 groupes de citoyens répartis un peu partout en Wallonie, à Bruxelles, qui développent des activités liées à la finance solidaire. Alors, c'est des groupes d'épargne de proximité, c'est des groupes qui développent des monnaies locales, des monnaies citoyennes, c'est des groupes qui essayent de développer une épargne sociale également, et d'autres initiatives encore. Donc, on a donc fortement évolué en termes de structure chez Financité. Voilà, ça c'est pour Financité, je ne vais pas être beaucoup plus long, même si je ne m'arrête plus, bien entendu. Et donc, Newbie, c'est une toute autre histoire, si je puis dire, que Financité, même si c'est fatalement lié. Donc, Newbie l'idée est née de la crise financière de 2008, qui a quand même été une crise extrêmement importante, dont on paye encore aujourd'hui toujours les pots cassés, que ce soit sur le plan social, économique, environnemental même. On s'est dit, en gros, il existe des Crédal, des Financités, toute une série d'autres organisations en Belgique et en Europe qui font de la finance solidaire, et qui le font plutôt bien, parce que c'est des modèles qui ont montré leur impact social, environnemental, mais aussi leur bonne santé économique. Néanmoins, on n'a eu qu'une influence extrêmement limitée, voire nulle, sur le cours des choses, puisque la crise a quand même eu lieu, et avec toutes les conséquences que ça a eu.
Du coup, on a réfléchi en se disant, tiens, mais de quelle manière on pourrait améliorer la situation? Et donc, la conclusion a été double. D'une part, de dire, il faut évidemment changer les règles du jeu, il faut une meilleure réglementation, donc il y a un enjeu politique, de plaidoyer, on va dire, mais aussi, deuxième élément, il ne suffit pas d'avoir un bon code de la route, il faut avoir des bons conducteurs. Or, en Belgique, on a un marché qui aujourd'hui est quasi exclusivement composé de banques commerciales, dont le seul objectif est la rentabilité, ce qui n'est pas une injure, c'est juste une constatation, et c'est pas grave, mais on a perdu la diversité qui existait encore au début des années 80 sur le marché belge, où il y avait grosso modo une trentaine de pourcents, enfin 30-35% de banques commerciales, mais aussi à peu près la même chose de banques publiques, des crédits communaux, des CGER, etc. Et enfin, un troisième tiers composé de caisses d'épargne, et notamment de banques coopératives. Et donc, il y avait cette diversité-là qui était très importante, qu'on a aujourd'hui qui a complètement disparu, ou presque complètement disparu. Et donc, on s'est dit, on va recréer une banque coopérative, locale, citoyenne, durable, qui ne soit pas petite, qui est ambitieuse, qui peut être importante à terme sur le marché belge. On s'est réunis à 24 organisations, dont Crédal, dont Financité, pour créer cette coopérative, il y a presque 10 ans maintenant. Et voilà, aujourd'hui, on est 116 000 coopératrices et coopérateurs, 1% de la population belge, 250-260 organisations sociales qui justifient une plus-value sur le plan sociétal, et plus de 2000-2500 associations, je ne me souviens plus très bien. Bref, on devient un petit peu plus représentatif. Et la bonne nouvelle, c'est que ce projet n'est plus un projet, puisqu'effectivement, depuis quelques jours maintenant, les premiers comptes courants et comptes d'épargne et services bancaires commencent à être offerts par Newbie. Voilà, donc ça ne fait que commencer, bien entendu. Il faudra maintenant s'inscrire dans la durée, c'est encore autre chose, mais au moins le projet a démarré effectivement au moment où je vous parle. D'accord. Merci. Je retourne peut-être vers vous, Isabelle, sur une première question, peut-être un peu d'analyse ou de regard que vous pouvez poser sur les associations. Est-ce que, en tout cas dans les fonctions que vous avez occupées, dans celles que vous occupez aujourd'hui chez Crédal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation actuelle des associations? Et quand on parle d'associations, on peut quand même faire la distinction entre des toutes petites structures qui ont peut-être pas de salariés, sont très locales, avec des associations qui ont une grande structure de travailleurs et de travailleuses qui ont pignon sur rue et qui sont connus. Les exemples qu'on donne toujours quand on intervient, on peut parler du club de pétanque. Alors, je ne sais pas si c'est une image super, le club de pétanque, qui nous vient à la tête quand on en parle, ou bien l'hôpital Saint-Luc, qui est aussi constitué en ASBL. Finalement, quel regard vous portez sur la situation des associations aujourd'hui du point de vue financier, et peut-être avec un peu un regard aussi dans le rétroviseur, en se disant sur les dernières années, voilà un peu les tendances qu'on a pu constater, et en fonction qu'elles sont petites ou grandes, ou bien peut-être de leur nature, c'est plus des ONG, c'est plus des structures qui remplissent des missions de service public. Est-ce qu'elles ont des différences que vous constatez dans le travail que vous menez? Oui, donc c'est clair qu'il y a une évolution très forte. Je le disais tout à l'heure, au tout début de la création de Crédal, donc dans les années 80, le secteur était beaucoup plus artisanal. Ça n'empêchait pas évidemment cette créativité. En fait, c'est ça qui était intéressant d'ailleurs. C'était finalement des besoins qui sont nés du terrain, avec une créativité et une possibilité de trouver des ficelles et des astuces, puisqu'il y avait peu de moyens disponibles, qui permettaient finalement de remplir des objectifs sociaux conséquents pour pallier à ce qui n'était pas réalisé par les pouvoirs publics. Hein. Donc, voilà. Et donc, je trouve que cette créativité-là, elle existe encore, c'est clair, mais elle est quelque peu bridée par, évidemment, c'est un avantage aussi, mais par toute une série de carcans dans lesquels les ASBL ont dû rentrer, puisque lorsqu'on sollicite, finalement, quand les pouvoirs publics créent un agrément, ils ont créé l'agrément EFT, puis finalement les CISP, ils ont donc mis dans cet agrément toute une série de structures qui avaient chacune leur histoire propre, qui étaient actives sur un territoire, sur des métiers différents. Et donc, en fin de compte, il a fallu uniformiser. C'est un peu une tendance, évidemment, du coup, à l'uniformisation. Malheureusement, on a des cadres de référence sur lesquels chacun est analysé. Donc, il y a quand même je pense que ça, c'est peut-être une des premières évolutions, c'est qu'on tend un peu à uniformiser et à, du coup,
brider la créativité, la spécificité locale en finançant mieux le secteur. Bon, donc il y a, en tout cas, dans un sens, c'est un avantage d'être mieux financé qu'auparavant, mais dans un autre sens, bien sûr, c'est peut-être un désavantage de devoir se mettre dans des cases. D'autre part, donc il y a une professionnalisation importante, mais vraiment, moi, ça m'énerve quand on parle du secteur associatif en pensant que ce sont des personnes qui sont encore, enfin voilà, des bricoleurs, quoi. Donc aujourd'hui, si vous c'est vraiment une image complètement fausse et qu'ont d'ailleurs encore beaucoup le secteur financier, parce que finalement le secteur financier, sauf à s'adresser à l'hôpital de Saint-Luc dont vous parliez tantôt, à qui évidemment ils vont se battre pour dérouler le tapis rouge, mais je veux dire la petite association même est quand même souvent très professionnelle. Et donc pourtant c'est typiquement, elle ne va pas intéresser les banques parce que je pense que c'est une méconnaissance et puis surtout un manque de potentiel commercial en fait, qui fait que les banques ne veulent pas s'y intéresser. Et donc voilà, un manque de rentabilité, un manque de potentiel commercial. Mais ces associations, y compris, alors évidemment, on n'a jamais financé un club de pétanque à Crédal, mais si on peut imaginer que de toute façon, on a déjà financé des clubs sportifs. Dès lors, chez nous, donc on ne fait pas de distinction. Vous savez, avant, on parlait de l'économie sociale marchande, non marchande. On n'a jamais fait cette distinction. On a toujours accueilli tout client qui, en fait, a une plus-value sociale, sociétale. Donc, ça peut être un club de pétanque. Pourquoi pas, dès lors qu'il peut nous démontrer, évidemment, qu'il y a une vraie finalité sociale. A priori, un club de sport en a une, parce qu'il y a la cohésion sociale. Il y a, voilà, ça peut vraiment avoir des impacts très positifs sur la communauté. Donc, on pourrait, pourquoi pas, le financer. Alors, c'est vrai que nous, on ne fait pas du don, on fait du crédit. Et donc, on a besoin d'avoir une certitude qu'ils vont nous rembourser. Et on a besoin, du coup, qu'ils puissent aussi nous prouver qu'il a quand même une comptabilité fiable, même si si c'est une comptabilité simple, puisque pour une petite association, vous avez des comptabilités plus simple et non pas à partie double, mais il faut qu'elle soit bien tenue. Donc, on va vérifier tout ça. On va vérifier, si on fait une avance de trésorerie, qu'il nous fait un plan de trésorerie qui illustre le fait qu'il peut nous rembourser. Donc, mais tout ça, si même ça n'existe pas comme outil au sein de l'association, on va les aider à le mettre en place et finalement, on y arrive. Donc, je pense qu'on est face maintenant à un secteur très, très professionnel ou en tout cas qui a énormément évolué de ce côté-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on est un peu payé au lance-pierre, en fait, dans les associations. Et donc, pourtant, la majorité des associations fournit un travail social, une mission déléguée, en fait, les pouvoirs publics. Et pourtant, enfin, je sais pas, moi, quand on pense au secteur de l'alphabétisation, finalement, l'État n'organise pas vraiment l'alphabétisation des adultes. Et donc, c'est toute la société civile, le bénévolat et le secteur associatif qui s'en occupent. Mais pourtant, il faut vraiment aller quémander l'argent et payer dans des commissions paritaires qui sont moins intéressantes probablement que le secteur privé ou le secteur même des fonctionnaires. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un peu au niveau du financement des associations, il y a quand même un risque je trouve, ou un risque, ou en tout cas une tendance, ou en tout cas moi je le ressens aussi, même pour nos associations de Crédal, donc pour nos activités sociales, la microfinance ou d'autres, ou l'accompagnement. Donc c'est toujours, il y a une image en fait du fait qu'on est subsidié, on coûte de l'argent. Non, en fait, on remplit une mission déléguée de service public et ce que l'on fait, c'est normal qu'il soit rémunéré à un prix juste et en fait, nous-mêmes en tant que travailleurs, on n'a rien à y gagner en plus, je veux dire, et certainement pas un salaire énorme, mais par contre, on est motivé par la raison d'être de nos organisations et donc c'est parfois compliqué en fait à faire passer ce message auprès des pouvoirs subsidiants, alors qu'en fait, on est vraiment en partenariat avec eux, quoi. On remplit une mission déléguée pour ces pouvoirs subsidiants. Et donc ça, je pense que c'est quand même pas toujours facile aussi, cette image subsidiée. Et je pense que voilà, c'est une des difficultés du secteur associatif. On le voit, qui doit se battre en fait quand même souvent pour faire du reporting et pour montrer la plus-value de son activité, alors qu'en réalité, de facto, je veux dire, je pense qu'en général... à part certaines, peut-être, il y a des dérives certainement dans le secteur, mais moi, j'en ai quand même pas constaté beaucoup et j'ai plutôt vu essentiellement des gens de bonne volonté qui se donnent à 100% pour leur activité sociale en n'étant pas forcément bien rémunérés. Donc voilà, ça, c'est un peu une des difficultés du secteur aujourd'hui, je trouve. De faire valoir son impact et de le faire reconnaître.
J'entends dans ce que vous dites quand même, il y aurait une forme de normalisation des pratiques et peut-être du coup une perte de créativité dans les associations. Mais celles qui viennent vous voir, elles viennent vous voir, elles viennent vous voir parce qu'elles sont en difficulté de financement pour des investissements, en difficulté de financement pour des choses qui existent déjà, et c'est pas dans une perspective de développement, c'est dans une perspective simplement de vie quotidienne, je dirais. Elles viennent vous voir avec quel type de problématiques, et est-ce que ces problématiques sont distinctes en fonction du type d'association que vous rencontrez? Oui, certainement, mais je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre. On peut avoir besoin d'un financement courant de son activité parce que les subsides publics, ceci dit, de ce côté-là, il y a eu un gros effort, c'est que les pouvoirs publics payent de plus en plus vite. Auparavant, on pouvait attendre parfois des mois, des années. Aujourd'hui, et dans la plupart des cas, on reçoit quand même on touche les subsides plus rapidement qu'avant. Mais donc, il y a quand même toujours un décalage, en fait. Il faut financer, préfinancer ces frais de fonctionnement, et donc on a besoin d'avoir une ligne de trésorerie. En ça, c'est tout à fait naturel et normal de faire appel à un crédit de caisse et auprès de Crédal. Donc voilà, là c'est pour des besoins courants, mais c'est pas pour ça que l'association est en difficulté financière. C'est simplement elle manque de réserves disponibles pour préfinancer une masse salariale et des frais de fonctionnement importants. À côté de ça, elle peut avoir des projets qu'elle veut développer et effectivement, ça pourrait être la digitalisation aujourd'hui, peut-être davantage, ça peut être un investissement immobilier, ça peut être de l'investissement mobilier, camionnette ou de l'investissement en aménagement des locaux. Donc ça, ce sont des projets, en fait, elle a envie de se projeter dans l'avenir et de développer des projets et à ce moment-là, elle pourra aussi faire appel du coup à un crédit d'investissement. Et donc ça peut être, on est souvent présent sur les deux aspects dans les associations. Alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a aussi des associations qui petit à petit ont vu leur situation financière se dégrader. Et ça arrive pour toute une série de raisons d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas, voilà, je peux pas en citer comme ça, mais il y a énormément de raisons qui peuvent amener une association à perdre petit à petit des fonds propres qu'elle aurait, ou bien qui en fait a une difficulté à développer des recettes propres et qui, face à la situation que je disais tantôt, où en fait on est payé 100 € pour mener une action et en fait il faut vraiment dépenser les 100 €, mais si on a un peu de recettes propres, certains, voire subsidiants, demandent à ce que ça vienne réduire l'enveloppe de subsides. Et donc à ce moment-là, vous ne savez jamais développer un tout petit peu de réserve. Vous ne pouvez faire que des pertes ou au mieux être à l'équilibre si vous optimalisez bien votre gestion. Et donc finalement, ces associations-là, petit à petit, parfois, si elles n'ont pas des dons ou des choses comme ça, vont grignoter petit à petit leurs réserves. Et en fin de compte, elles auront besoin du coup de reconstituer des réserves ou voilà, d'un crédit de fonds de roulement à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, ce sont des dossiers un peu plus délicats, évidemment, mais que l'on octroie bien sûr aussi. Et on analyse à ce moment-là le potentiel de l'association de recouvrer ses fonds propres et donc quand même de trouver des solutions pour avoir un peu de fonds propres là où elle peut le faire, quoi. Donc au moyen de dons ou d'autres sources alternatives. Un risque quelque part d'une forme de condamnation des autorités à être pauvres pour être associatif et pas avoir forcément de capacité d'investissement. C'est quand même une logique particulière. C'est particulier, oui. Alors, c'est pas dans tous les secteurs et chaque pouvoir subsidiant a ses logiques propres, mais c'est vrai qu'il arrive maintenant, et je l'ai entendu dans plusieurs secteurs, que vous ne pouvez quand même pas faire du bénéfice, sinon il vient en réduction de l'enveloppe de subsides. Et donc, c'est vrai que là, c'est un petit peu, c'est complètement un paradoxe, et ça condamne en effet les associations à finalement toujours lutter pour leur survie, quoi. Et donc, ça, c'est contre-productif. Ou alors, aller chercher des dons, mais chercher des dons, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Et puis, les fondations qui ont parfois aussi leur carcan. Et donc, si vous voulez rentrer dans les carcans d'une fondation, peut-être que vous n'êtes pas d'office dans les clous directs de votre objet social. Et donc, voilà, ça entraîne en fait aussi parfois de l'énergie en fait à mettre sur qui n'est pas mise sur votre quotidien, sur l'objet social de votre activité, quoi. Vous devez finalement trouver ces solutions, mettre de l'énergie là-dessus, peut-être payer des gens pour faire cette recherche de fonds alternative, ou bien c'est souvent la direction en fait qui fait ce genre de choses dans les petites associations. Et donc c'est mettre beaucoup d'énergie, alors qu'en fait, finalement, ce qui est important, c'est de mettre de l'énergie sur son objet social et sur ses activités. Donc, c'est pas facile. Maintenant, je ne veux pas non plus... il y a vraiment eu un meilleur financement du secteur associatif globalement, ça il faut reconnaître, et comme je le disais aussi, une arrivée plus rapide des subventions, donc ça c'est vraiment beaucoup plus confortable qu'avant, à part le FSE qui continue de mettre beaucoup de temps, mais pour le reste, je dois bien avouer quand même qu'il y a un mieux aussi par rapport à ça, mais il y a quand même, je trouve ici récemment, une dérive justement de diminuer des bénéfices et ce genre de choses qui fait que
certains secteurs se sentent coincés par ces nouvelles dispositions. C'est plutôt nouveau, en fait, par ces nouveaux carcans, quoi. Dans la crise Covid, pour ne pas la citer, la COCOF, à un moment donné, dans les aides qui pouvaient être fournies au secteur culturel, avait je pense, exigé au départ que les associations n'aient pas plus de 10 000 euros de réserve pour accéder à des aides. Et, alors que dès qu'on a un emploi, quel qu'il soit, on va déjà avoir au moins 40, 50, 60 000 euros de dépenses. Et donc, pas avoir 10 000 euros devant soi, c'est complètement aberrant si on veut un peu stabiliser une structure associative. Et donc, ils ont levé après cette condition-là, mais c'est de dire comment les pouvoirs publics, effectivement, réfléchissent le plan associatif. Je propose peut-être que Bernard Baillot, peut-être en écho de ce qu'elle vient de dire Isabelle, quels éléments complémentaires vous pouvez apporter de votre lecture à vous de l'évolution de l'associatif, en fonction peut-être aussi des tailles des institutions, et qu'est-ce que l'associatif, quelque part, chez Financité, revendique aujourd'hui comme transformation, et est-ce qu'il a changé entre... on a parlé d'une échéance à 10 ans si on revient sur 2008, mais il y a plus longtemps aussi, on a dit 30 ou 40 ans, si on revient à vos créations respectives. Premier point, je pense qu'il faut faire attention. En français, on utilise le terme financement souvent dans deux sens. Donc, d'une part, ce qui est véritablement le financement, c'est-à-dire l'avance d'argent, que ce soit sous forme de prêt ou d'investissement, et de l'autre côté, la recherche de ressources. Ce n'est pas du tout la même chose, bien entendu, même s'il y a, je pense, régulièrement une confusion, notamment dans le monde associatif. Il est clair que si on manque de ressources, c'est la pire chose à faire, que ce soit pour un particulier, un ménage ou une entreprise, une association, que de commencer à s'endetter, évidemment. Donc, alors, sur le problème des ressources, moi, ce que je vois de là où je suis, donc je n'ai pas de prétention générale, mais c'est qu'il y a vraiment de moins en moins de diversité dans les ressources du monde associatif. Et entendons-nous bien ici, quand je parle associatif, pour moi, ça vaut aussi bien pour des ASBL que des coopératives ou des mutuelles. Je veux dire, pour moi, c'est l'associativisme. Ça a différentes formes, mais fondamentalement, la logique est la même. Je parlais du compte Signal, la CGER. Il y avait d'autres produits financiers qui proposaient aussi des formes d'aide qui résultaient de ces produits-là. Ça a pratiquement disparu complètement du paysage belge aujourd'hui. C'était quand même quelques centaines de milliers d'euros chaque année qui étaient distribués dans le monde associatif. C'était pas, comment dirais-je, à poule aux yeux d'or, mais quand même, c'était un élément supplémentaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quand même des organisations avec des dizaines de milliers de membres qui payaient des cotisations. Les grosses organisations, les grosses associations avaient des 70, 80 000 membres qui payaient une cotille. C'était quand même des solides ressources qui aujourd'hui ont largement disparu. Des membres qui faisaient du bénévolat, je veux dire, des opérations 11-11-11 d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Il y avait beaucoup plus de bénévoles qui créaient de la ressource pour les organisations, que ce soit sur le mode de campagne de dons, mais que ça peut être aussi sur des fêtes ou des choses comme ça, enfin toute une série d'activités qui créent de la ressource. Et donc aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que probablement il y a une augmentation des aides publiques, mais il y a surtout une homogénéisation, je vais dire, des ressources vers la ressource publique. Et donc ça, c'est une vraie question, je pense, que doit se poser le monde associatif, de se dire est-ce que c'est une bonne idée de mettre tous ses œufs dans le même panier. On parlera peut-être des perspectives futures qui sont quand même pas réjouissantes tout à l'heure, mais donc voilà, ça c'est un premier élément de réflexion. Un deuxième élément, et je rejoins tout à fait ce que disait Isabelle il y a un instant, c'est la notion même de subside. De nouveau, pour reprendre un petit peu le français, qui est quand même notre langue, c'est une aide. Et donc, dès lors qu'on parle d'une délégation de services publics, qu'on donne au monde associatif des rôles que normalement les services publics devraient jouer, mais qu'ils délèguent, c'est pas grave, mais c'est pas une aide. C'est pas une aide. Et donc, de mon point de vue, on ne devrait pas du tout passer par des subsides, mais par des appels d'offres. Et voilà, et on me demande de m'occuper de ceci, de cela, etc. Je dis, ben voilà, du coup, j'ai besoin de autant de ressources, je remplis mon cahier des charges et je suis payé. Et que je fasse là-dessus un bénéfice pour créer des réserves ou qu'au contraire, je calcule mal et que je me suis trompé,
c'est ma responsabilité, mais je trouve qu'on devrait être beaucoup plus dans une relation de responsabilité entre les pouvoirs publics qui délèguent des missions de service public et le monde associatif de l'autre côté qui les remplit. Et donc, mais attention, ça veut dire aussi que c'est une plus grande responsabilité, comme je viens de le dire, et donc ça veut dire une bonne gestion économique et financière des organisations, probablement encore plus de professionnalisation qu'aujourd'hui, parce que ça demande quand même des compétences aussi en interne de jouer ce rôle-là. Donc, attention que ce n'est pas nécessairement un cadeau, il peut avoir le revers de la pièce. Dans ce que vous dites, je me dis qu'il y a quand même un prix à payer, qui est si on bascule dans la délégation de service public qui serait payée quelque part à la hauteur de la mission de service public qui est assumée. On va répondre à un cahier de charges avec des appels d'offres, mais on va aussi du coup perdre en autonomie, en liberté, en créativité potentielle. Et donc, est-ce que le secteur associatif à ce moment-là n'est plus qu'un sous-traitant finalement de l'État? Et dans les appels d'offres aussi, ça met quand même en concurrence toute une série d'acteurs, là où on aurait préféré peut-être qu'ils se solidarisent sur une série d'enjeux. Et est-ce que donc là, on n'est pas quand même dans un associatif qui n'est plus qu'un sous-traitant, là où il pourrait être une composante plutôt politique et de transformation sociale? Alors, sur la question de la concurrence, je suis désolé, mais on sait tous que sur les lignes de subsides, il y a de la concurrence. Et que si on doit financer 3 associations et qu'il y en a 5 qui se présentent, ben, il y aura 2 malheureux. Donc je ne suis pas sûr que la situation change fondamentalement si c'est un autre type de financement par appel d'offres. Donc oui, il peut y avoir, enfin il peut pas, il y a déjà aujourd'hui de la concurrence de fait, et donc je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les choses. Sur la question de l'indépendance, oui, je comprends l'argument, mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit tout à fait exact, parce que déjà aujourd'hui, vous avez des subsides qui laissent énormément de liberté aux bénéficiaires de développer les choses comme ils l'entendent, et d'autres qui sont hyper précis, et où vous avez un cahier des charges, petit A, petit B, et à telle date vous sortez tel délivrable, etc., comme dans un marché public. Donc, je pense que c'est un vrai enjeu d'avoir cette liberté-là, ça me paraît exact, enfin plus dans certains secteurs que dans d'autres probablement, mais je crois que c'est indépendant du fait de dire on travaille sur des subsides ou on travaille sur... allez, je prends l'exemple que je connais un peu moins mal que les autres, qui est l'éducation permanente. En éducation permanente, quand on est reconnu, ben voilà, on a un certain nombre d'obligations quantitatives et qualitatives qu'on doit justifier, on fait un rapport annuel, etc. Après, on a une liberté de choisir, je ne sais pas si on va faire par exemple X animation ou X analyse, que sais-je, on peut choisir les thèmes, etc., mais on doit le justifier aussi. Donc, ça peut rester, enfin, que ce soit financé sous forme de subside ou sous forme de marché public, on peut garder le même niveau de liberté, de mon point de vue. Et c'est important de conserver, effectivement, en particulier dans l'éducation permanente. Par contre, dans d'autres secteurs, alors je connais beaucoup moins bien, mais on parlait des hôpitaux tout à l'heure. Voilà, enfin, moi, d'un point de vue alors, du contribuable, ça ne me choque pas du tout de dire, ben voilà, si on met à disposition, quand on parle d'un subside, d'un marché public, telle somme d'argent à un hôpital pour lui permettre, je ne sais pas moi, d'acquérir du matériel médical, ben, ça me paraît logique qu'on mette un certain nombre de spécifications. On dit, ben voilà, si on a telle affection particulière en matière de santé publique que l'on doit être attentif, on va plutôt mettre l'argent là plutôt que dans telle autre chose qui est moins important. Donc le fait que l'autorité publique puisse donner les directives ne me paraît pas non plus une mauvaise chose. Ils sont quand même garants de la démocratie et des choix politiques que nous portons collectivement. Et donc il y aurait quand même un axe à probablement envisager sur l'associatif, qui est de dire en fonction des missions qu'il remplit, plutôt du côté des missions de service public déléguées ou plutôt d'initiatives citoyennes, donc qui ne sont pas commanditées quelque part par l'État, il y aurait peut-être des modes de financement qui seraient un peu différents et plus ou moins contraignants en fonction de l'axe auquel on répond en réalité. Oui, moi peut-être par rapport à ça, je suis partiellement d'accord avec ce que disait Bernard quant aux avantages des marchés publics. Par contre, je craindrais
Donc je suis d'accord sur les avantages du marché public, mais je craindrais que ça crée de la concurrence quand même entre les différents acteurs. Alors je sais que cette concurrence existe, mais je vois aussi beaucoup de partenariats au sein de secteurs et voilà, il y a des fédérations sectorielles qui se font. Alors il y a toujours des bagarres au sein des fédérations sectorielles, ça c'est clair, mais il y a quand même aussi beaucoup de partenariats qui se font et c'est ce lobbying qui se fait en commun qui permet quand même aussi de faire avancer les pouvoirs publics aussi dans leur réflexion de support, de financement, et ça permet quand même d'avancer vers aussi de la créativité, d'ouvrir de nouvelles lignes de financement pour certaines activités parce qu'il y a des besoins sociaux qui émergent. Et je ne sais pas si c'est toujours possible de le faire dans une logique de marché public où on met peut-être davantage les opérateurs en concurrence. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, c'est vrai que ce qui était intéressant avec les pouvoirs publics et qui ne serait sans doute pas le cas avec les marchés publics, ce qui était intéressant avec les subsides, c'est que pendant la crise Covid, on a eu une immunisation des périodes où en fait des associations n'ont pas pu recevoir leur public. Et donc finalement, il y a eu une réaction, je trouve, quand même plutôt favorable des pouvoirs publics qui ont immunisé certaines périodes. Est-ce que dans un marché public où vous êtes plutôt payé au résultat, ça aurait été possible? Je ne sais pas. Et donc, on risque quand même, je pense, dans des cas comme cela, de perdre cette dimension partenariale de soutien des pouvoirs publics dans des périodes de crise comme on l'a vécu, qu'on espère exceptionnelles. Mais voilà, donc je pense qu'il faut être prudent, évidemment, aussi, et sans doute aussi... vraiment, ça dépend du mode, du type, comme tu viens de l'expliquer. Est-ce que c'est issu de la société civile? Est-ce que ça doit rester dans une logique de subside? Ou est-ce que ça doit s'ouvrir à une logique de marché public? Je pense que c'est quand même des réflexions assez complexes, en fait. Et donc, c'est difficile d'avoir une conclusion et de catégoriser directement ou trop rapidement les choses. Non, tout à fait, je suis d'accord. Hein, ça demande évidemment d'être affiné, mais en tout cas, moi, je pense, en tout cas, je plaide pour qu'il y ait, qu'on essaye véritablement d'augmenter la reconnaissance du travail fourni réellement par le monde associatif. Les subsides, c'est les aides, c'est ce qui vient des dames patronesses. Hein, je veux dire, c'était la bienfaisance. On n'est plus là-dedans, je pense, et on doit revendiquer que, quelle que soit notre activité, nous le faisons avec une rigueur, une professionnalisation, et qui mérite d'être reconnu à juste titre. Après, effectivement, le diable est dans les détails, donc il faut être attentif, mais fondamentalement, je crois qu'on gagnerait vraiment à avoir cette relation-là. Et je me dis, au niveau des membres de Financité, est-ce qu'eux pointent aujourd'hui des enjeux qui leur sont chers et qui seraient 2-3 urgences pour le monde associatif tel qu'il existe aujourd'hui, dans les revendications que vous portez? Alors, c'est sûr que, comme nous, dans nos membres, il y a vraiment tous les secteurs qui sont représentés. Voilà, il y a des logiques sectorielles qui sont très différentes. Et donc, c'est difficile de faire des généralités. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a une volonté... Isabelle, tu parlais des fédérations, c'est un point important sur le plan, on va dire, représentatif, politique, mais aussi d'avoir de l'auto-organisation d'un point de vue notamment financier, économique, mais sur d'autres points de vue aussi. Et donc, je pense à une initiative, par exemple, qui a émergé chez Financité, qui est un fonds qui s'appelle FinCommon. Et donc, l'idée là, c'est de faire quelque chose qui existe, on n'a rien inventé, hein, c'est quelque chose qui existe depuis de très nombreuses années en Espagne, en Italie, en France, c'est-à-dire de constituer au sein de l'économie sociale un fonds de garantie qui soit collectif, qui permette à tous les partenaires de se garantir mutuellement pour les financements qu'il obtient. Voilà. Donc, il y a d'autres exemples, hein, mais donc c'est des idées d'auto-organisation en se disant que, en collaborant ensemble, en créant, alors ça peut être des centrales d'achat, ça peut être d'autres initiatives, donc des outils économiques, on va dire, ou financiers, eh bien, on peut améliorer la situation des uns et des autres. Et donc ça, je crois que c'est important. C'est un peu la même idée. On a créé... il y a 6-7 ans, un label de qualité pour les produits financiers solidaires, donc, notamment Crédal, là, c'est des produits qui sont labellisés, et il y a 110 produits aujourd'hui labellisés, 300 millions d'euros. Ça permet de donner une visibilité au secteur et de lui permettre peut-être plus facilement de se faire financer auprès du grand public. Et donc,
tout ça, c'est des outils supplémentaires que le secteur se donne et qui probablement vont, enfin, j'espère en tout cas, c'est l'objectif, améliorer la pérennité. Au niveau de... en 2024, la loi sur les associations de 1921 va disparaître, en fait, puisque les associations sont progressivement intégrées au Code des sociétés des associations. Et donc, quand on a créé le collectif 21, on s'est dit 100 ans après la loi de 21, c'était pas pour fêter un anniversaire, mais plutôt un enterrement en réalité, puisque la loi de 21 va mourir d'ici 3 ans. Mais on peut fêter un enterrement aussi, c'est pas le problème qui est là. Par contre, l'autre inquiétude quand même, en étant versé au Code des sociétés des associations, c'est que les associations perdent un peu leur âme, ou risquent de perdre leur âme, parce qu'elles vont être entraînées dans des fonctionnements qui sont plus ceux du monde de l'entreprise et du monde commercial que ceux que la loi, dans une certaine mesure, protégeait. Est-ce que vous avez un regard là-dessus sur est-ce que ce risque identitaire, au départ aussi de ce qu'on a dit, il y a une professionnalisation, il y a des modes de travail qui ont changé, le rapport à l'État a changé, est-ce qu'il y a un vrai risque? Et pour donner un exemple qui est un exemple vécu en association, dans les moments d'assemblée générale où on a un réviseur aux comptes, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois des réviseurs aux comptes, quand ils font référence au Code des sociétés d'association, s'arrêter aux 2 premiers mots, Code des sociétés. Rarement faire appel à association. Et donc je prends un malin plaisir chaque fois à rappeler, vous ne dites pas association, est-ce que c'est un choix politique ou bien est-ce que c'est une omission de votre part? J'ai toujours le droit à la seconde réponse, fatalement. Mais je me demande quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de changer l'identité des associations pour qu'elles deviennent de plus en plus répondant aux normes du marché en réalité, et donc peut-être aussi, dans ce qu'on était en train de dire avant, à se préparer à répondre beaucoup plus massivement à des marchés publics et à être dans ce rapport-là à l'État. Je ne sais pas qui veut répondre. Je ne veux pas donner la parole à l'un ou à l'autre. N'importe. On est obéissant, ça dépend à qui veut donner la parole. Oui, c'est toi qui dois nous dire. Non, mais moi, je veux bien commencer. Bon, effectivement, on est dans une logique libérale. Enfin, en tout cas, la nouvelle loi, le nouveau code a été fait dans cette logique-là. Et donc, on a un peu décomplexé l'ASBL au niveau des activités économiques. Effectivement, ça a fait peur. Ça a fait peur. Bon, c'est vrai qu'avant, le but de lucre était accessoire. Aujourd'hui, il peut être complètement. L'ASBL, en fait, finalement, a été vraiment libéralisé. Mais en fait, en pratique maintenant, ce que l'on a constaté et ce qu'on peut voir comme avantage, c'est que l'ASBL peut être en tout cas dans nos activités d'accompagnement où on accompagne des personnes qui créent une activité. Et qui hésitent entre, je prends le statut d'ASBL ou de coopérative, je pense à des éleveurs dans le domaine agricole par exemple, des personnes qui veulent se lancer dans une activité d'élevage pour faire du fromage. Et donc c'est vrai qu'auparavant ils auraient plutôt opté pour la forme coopérative directement, mais c'est vrai que c'est une forme qui coûte plus cher. Donc aujourd'hui nos consultants en accompagnement en fait expliquent vous pouvez commencer en ASBL parce que du coup c'est moins cher, ça nécessite moins de formalités administrative, ça nécessite moins de complexité comptable, mais vous pouvez directement avoir une TVA, vous pouvez en fait vous faire agréer par l'AFSCA, vous pouvez aussi, vous avez une personne juridique qui vous protège en fait en tant qu'indépendant. C'est plus léger, donc ça coûte moins cher. Vous démarrez et puis vous testez votre activité, vous testez votre collaboration entre vous, les produits, les services. Et puis à terme, effectivement, si on veut passer un cap, peut-être aller chercher du capital. À ce moment-là, on pourra passer en coopérative. Donc, c'est finalement en fait un bon tremplin pour la coopérative, pour tester, et peut-être que assez vite ou pas si vite que ça, puisque dans le cas en fait qu'on a eu ici dernièrement, ils ne comptent pas le faire encore en 2021 parce qu'ils vont plutôt faire appel à leurs proches pour aller chercher des prêts, et donc ils peuvent continuer à le faire en ASBL. Après, c'est vrai que s'ils veulent passer ils vont peut-être passer en coopérative parce qu'ils auraient besoin d'investir dans des montants plus importants. À ce moment-là, il faudrait aller chercher vraiment plutôt des investisseurs et eux-mêmes aussi, parce que la difficulté d'une ASBL, c'est qu'on n'est pas dans un modèle où les personnes peuvent en fait sortir du résultat. On ne peut pas toucher un dividende, et donc à un moment donné, si c'est une activité économique avec des personnes qui veulent se rémunérer, peut-être qui acceptent de ne pas le faire pendant un certain temps, mais qui au bout d'un moment ont quand même envie, ou même s'ils sortent de l'association, ils pourront rien
récupérer non plus, ils peuvent pas valoriser des parts. Donc à un moment donné, peut-être que ce modèle a des limites, mais c'est en tout cas un bon tremplin dans un premier temps pour tester une activité. Donc finalement, on y a vu des avantages pour des activités qui sont quand même clairement au cœur, qui ont une plus-value sociale et sociétale, mais qui peut-être démarrent sous un statut d'ASBL avant de passer en coopérative. Alors, c'est vrai que le défaut de la SBL, c'est ça, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas distribuer de dividendes. Alors, c'est l'avantage et le défaut, mais je veux dire, dans l'exemple qui m'occupe, évidemment, que je vous donne, c'est que la SBL, en fait, elle appartient à personne. Et donc, les personnes qui l'ont constituée, ils sont juste membres. Et donc, ils ne pourront pas dire, je pars avec une partie de la plus-value que la SBL aura fait. Donc, voilà, ça limite un petit peu. Mais c'est vrai que la loi, même si on ne l'a pas encore vraiment testée, la loi maintenant définit la manière dont une SBL peut se transformer et dont on peut faire passer l'actif d'une SBL vers une coopérative. Donc, c'est vrai qu'on le teste maintenant avec des projets qu'on accompagne. Mais voilà, alors ce qui se passe aussi souvent, c'est qu'un peu comme l'histoire de Crédal, on pourrait très bien, si même nos porteurs de projets là, se lancent, créer une coopérative, si ça tombe, ils vont conserver la SBL à côté, parce que le fait d'avoir une SBL permet quand même de mener certaines activités peut-être d'éducation permanente. Je veux dire, par exemple, je pense à Terre en Vue, par exemple aussi, qui est une coopérative, qui a gardé une ASBL, qui a une fondation aussi à côté. Donc, en fait, il faut utiliser chaque véhicule juridique pour ses forces propres. Et donc, l'ASBL permet à Terre en Vue de faire tout ce qui est lobbying, sensibilisation du grand public sur le partage des terres agricoles. Et voilà. Donc, en fait, il y a toujours un intérêt à garder, ou probablement toujours un intérêt à garder l'ASBL à côté de la coopérative, pour mener différentes actions et peut-être aussi, évidemment, aller chercher des subsides. Ça, c'est plutôt dans le chef de l'ASBL. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une crainte, mais qu'en tout cas, jusqu'à présent, aujourd'hui, on a plutôt essayé de tirer un avantage de cette nouvelle législation. Voilà. D'accord. Bernard Vaillot ? Oui, alors on est dans le symbole, évidemment, mais il est important. Et oui, je comprends que ce soit enrageant qu'on oublie association dans le code des sociétés et associations. En même temps, on aurait pu avoir code des sociétés tout court. Le fait d'avoir association dans le code est aussi une reconnaissance du monde associatif. Donc je vais me faire volontairement provocateur, mais de mon point de vue, c'est même pas tellement provocateur. J'aime beaucoup un ouvrage ancien qui est La Grande Transformation de Karl Polanyi, où il explique qu'en fait, avec la révolution industrielle, auparavant, dans les sociétés traditionnelles, on avait la société, l'économie existait, y compris une économie de marché, etc., des bénéfices, etc., mais il y avait un certain nombre de valeurs religieuses, traditionnelles, peu importe, qui contrôlaient et qui régissaient l'activité économique. Et puis, avec la révolution industrielle, l'économie s'est autonomisée, est devenue indépendante des valeurs portées par la société, et puis ça a été même l'inverse, elle a fini par dominer la société. C'est là où on est aujourd'hui. Et donc, dire que l'associatif s'occupe d'économie, pour moi, c'est pas un gros mot. Pour moi, c'est une victoire. Je veux dire, pourquoi ? Parce que l'économie, c'est la politique. C'est la vie en société. Et donc, du coup, pour moi, ce qui s'est passé ici, c'est juste d'abord la formalisation de ce qui existait déjà avant. Les associations pouvaient faire des activités marchandes, pouvaient être soumises à la TVA, etc. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, techniquement. La seule différence qu'elles ont, et ça c'est ça qui est important d'un point de vue symbolique pour moi, c'est c'est un but non lucratif. Donc elles peuvent effectivement emmagasiner des réserves, créer des fonds propres, etc. Mais elles ne peuvent pas le distribuer. Et donc ça veut dire qu'on peut faire de l'économie dans un but non capitalistique. Et donc ça, c'est important pour moi. Et donc le fait que ce soit reconnu et que ce soit mis au même niveau que des sociétés commerciales, que des SA, etc., pour moi, c'est au contraire une victoire symbolique. Et je rappelle quand même que il y a 4 formes de sociétés et associations, et il y en a quand même une qui est sans but lucratif, et la dernière, qui est la coopérative, la dernière dans l'ordre du code, qui est la coopérative, auquel on redonne un petit peu, parce qu'avant, les coopératives en Belgique, c'était défauné, c'est-à-dire que la plupart, 90% des coopératives, n'avaient de coopérative que le nom, elles ne remplissaient pas du tout les valeurs de la coopérative, etc. Aujourd'hui, alors on aurait pu faire encore mieux, mais on va en tout cas dans le sens de ce que demain les sociétés coopératives soient réellement des coopératives. Donc on a 2 formes sur 4 qui envisagent de mener des activités économiques
de manière non capitalistique avec d'autres, avec le respect de l'ensemble de valeurs, etc. Donc pour moi, c'est plutôt une victoire, ce code des sociétés. Moi, je dis souvent associations et sociétés parce que j'aime aussi un peu provoquer, mais voilà, pour moi, c'est plutôt une victoire et une reconnaissance de ce que la société peut effectivement fonctionner, y compris dans ses activités économiques, de manière différente que attirée par comment dirais-je, la volonté d'un esprit lucratif. D'accord. Et parce que vous avez utilisé, Isabelle, vous avez utilisé le mot véhicule tout à l'heure en parlant de, on peut garder la SBL comme véhicule, un type de véhicule, la coopérative éventuellement comme un autre. Justement, est-ce que considérer l'associatif comme un véhicule qui pourrait en être un autre, est-ce qu'il n'y a pas quand même là-dedans un risque de le voir se désengager de son intention démocratique, c'est-à-dire parce que je pense qu'on peut faire deux catégories dans les associations. Il y a des associations qui sont des associations qui sont organisées effectivement parce que le véhicule facilite la gestion quotidienne, et puis il y en a d'autres qu'on va appeler des associations militantes, qui sont situées politiquement. Et est-ce que de mettre les deux ensemble, est-ce qu'il n'y a pas un risque de maintenir un flou quelque part entre quelque chose qui serait un véhicule et quelque chose qui serait plus une composante démocratique dans notre société? Et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, du coup, dans le Code des sociétés, c'était une hypothèse qui avait été formulée dans un précédent entretien avec Roland Debotte, qui travaille à l'Observatoire des politiques culturelles, de dire qu'il faudrait rajouter une catégorie qui serait ce qu'il appelle, lui, les organisations non-profit, mais qui ne sont pas réputées militantes, participant d'une volonté de transformation sociale, et qui garderaient ce véhicule souple, tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, mais de mettre d'un autre côté les associations pour permettre aussi de les protéger, notamment sur les dimensions européennes, de non-concurrence avec d'autres entreprises, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Effectivement, oui, je reconnais qu'en parlant de véhicules, et je l'ai dit d'ailleurs même dans l'histoire de Crédal aussi, c'est vrai que du coup, ça fait penser à une utilité, quoi. Donc, c'est un objet purement utilitaire et pas idéologique, ni... alors qu'en fait, derrière, effectivement, vous avez raison de dire que une association, c'est une association de personnes qui se mettent ensemble pour mener des activités avec un but désintéressé quand même, parce qu'il y a toujours un but désintéressé, mais on peut mener des activités économiques. Donc en ça, je rejoins ce que disait Bernard, effectivement, faire du profit ou mener des activités économiques, ce n'est pas loin de là un gros mot, mais l'essentiel, c'est de le faire dans le but désintéressé qu'on s'est fixé en se mettant tous ensemble et autour de la table et en signant ces statuts. Donc oui, c'est vrai que peut-être que je l'ai mis dans une logique fort utilitaire parce que c'est voilà, c'est notre quotidien d'accompagner des porteurs de projets. Et donc, on le voit, je l'ai peut-être fortement mis en avant de ce point de vue-là. Mais derrière cet aspect utilitaire, je pense qu'il y a toujours une association de personnes qui souhaitent entreprendre ensemble dans un but quand même. Mes éleveurs, là, c'est quand même toujours dans un but social et sociétal. Sinon, je pense qu'il n'y aurait aucun intérêt de le faire sous la logique associative au départ. Donc, il y a quand même toujours les valeurs derrière qui sont, mais qui effectivement pourraient être galvaudées ou qui pourraient être détournées. Mais j'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui que ce que ça l'était auparavant. Avant, il y avait beaucoup d'ASBL qui étaient de fausses ASBL, donc plutôt des ALSB. Enfin, bon, vous connaissez le jeu de mots sans doute, associations lucratives sans but. Mais donc voilà, c'était ce qu'on disait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de dérives de ce côté-là parce que finalement, vont utiliser le statut d'ASBL des personnes qui sont quand même véritablement animées par les valeurs de collaboration et d'association. Et le but désintéressé qui est quand même, malgré tout, au cœur des ASBL. Donc, voilà, c'est peut-être dans mon propos que je pense j'ai été trop dans un but utilitaire, mais en effet, je pense que le cœur de l'action des ASBL doit rester avant tout une association de personnes qui œuvrent dans un but commun et qui a une plus-value sociétale, quoi. Je pense que c'était au départ votre exemple, parce que je prends ce mot-là et je l'isole, mais je pense que c'était au départ. Mais tout à fait, non, mais c'est clair, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est encore un peu tôt aussi pour voir quels seront je pense, peut-être les défauts de cette évolution de la loi. En tout cas, voilà, pour l'instant, finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt favorable, au fait. Malgré qu'en effet, on a eu peur au départ, j'ai l'impression que c'est finalement dans un sens positif que les choses vont évoluer.
De même pour les coopératives, en effet, puisqu'on réaffirme finalement, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a les coopératives, on le vend en poupe. Avant, quand j'expliquais ce qu'était Crédal, il y a 10 ans sur un salon, c'était très compliqué parce qu'il fallait expliquer c'est quoi une coopérative. Et aujourd'hui, quand on parle d'une coopérative, je crois que tout citoyen aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup de citoyens en ont entendu parler ou ont déjà même investi eux-mêmes dans une coopérative. Donc le fait de l'avoir inscrit et réaffirmé dans le Code des sociétés, avec une possibilité d'avoir un agrément comme entreprise sociale, donc il y a quand même je pense, il y a un mieux en fait aussi, c'est qu'on repart pour 100 ans, parce que vous disiez que la loi avait 100 ans. On peut espérer qu'on repart pour 100 ans en ayant assis certains principes de base qui sont quand même importants et qui finalement, j'espère, vont permettre à l'économie d'avoir une finalité plus sociale, quoi. Mais c'est vrai que l'avenir nous le dira sans doute beaucoup plus. Et l'idée, ce serait qu'on puisse pervertir l'économie par l'entrée associative. C'est un peu ça. Voilà, ça c'est positif. Et Bernard Baillot, peut-être sur cette idée aussi de créer une catégorie complémentaire qui permettrait peut-être de mieux identifier les acteurs, ça vous parle ou vous trouvez que c'est une aberration ? Moi, je suis un garçon simple et je pense que les structures les plus simples sont les meilleures. Et pour reprendre la question de la perversion dont vous parliez, moi, je ne crois pas qu'il faut pervertir l'économie. Pour moi, l'économie, dans ma vision en tout cas, y compris d'un point de vue strictement fonctionnel et réaliste, fonctionne mieux lorsqu'elle est collaborative que lorsqu'elle est concurrentielle. Et donc, je n'ai pas du tout l'impression que l'associativisme ou la citoyenneté pervertit l'économie. Pour moi, elle la fait mieux fonctionner. Et je pense que des gens qui participent à travers une SBL, une coopérative, peu importe, mais à travers une structure collective, je pense qu'ils gagnent, y compris de manière pragmatique, matérielle, on va dire, plutôt que d'être... il y a un vrai coût à la concurrence dont on parle peu, comment dirais-je, qui n'est pas complètement annihilé, mais qui est réduit par le modèle de l'association. Et donc, moi, je pense qu'on ne pervertit pas l'économie, on lui rend véritablement sa fonction première. Et donc, du coup, après avoir... comment dirais-je, une institution et une autre à côté, une ASBL, une coopérative, un machin. Voilà, ça c'est des questions après qui sont aussi parfois des questions très très circonstancielles, mais fondamentalement pour moi c'est la même démocratie économique où voilà, un être humain a une voix, on décide tous ensemble et ce qui par contre plaide en faveur quand c'est possible d'avoir une seule structure, c'est que ça permet aussi de responsabiliser tout le monde. Lorsqu'on a entre guillemets une ASBL politique qui n'a pas d'activité économique, c'est très facile de refaire le monde et de se dire il y a qu'à, Faucon, etc. Lorsque l'on est dans une coopérative ou une organisation qui a une activité économique et qui se retrousse les manches et qui doit y compris surmonter des difficultés, parfois un peu se compromettre par rapport à ce qu'il espérait faire, parce que simplement on n'est pas, c'est pas le paradis sur terre tout de suite. Ça permet aussi d'un peu responsabiliser et de se dire ok, nous on aimerait bien à terme arriver à tel objectif, mais on sait bien qu'on n'y arrivera que dans 5, dans 10 ans, et qu'entre-temps il faudra faire avec, comme on dit en Belgique. Mais voilà, donc c'est plus facile, ça me paraît être beaucoup plus pédagogique en termes de citoyenneté, d'avoir tout concentré dans le même outil où on pense, on imagine, on rêve, mais aussi on voit la réalité, que d'avoir des instruments séparés. D'accord. Oui, peut-être qu'on est sur des illusions à des moments d'objets purs, où il y aurait l'associatif qui serait pur, vertueux, et puis l'économique qui serait par nature défaillant et pas bon pour la société. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir comme ça. Ceci étant, quand même, je trouve que vous insistez beaucoup sur les dimensions collectives, en fait, qui sont vraiment importantes pour vous, collectives et collaboratives. Cependant, le Code des sociétés, il introduit quand même aussi pour les ASBL le fait de passer de 3 à 2 administrateurs. Et donc la question du collectif, on était un trio, ça pouvait être un couple, un amant et une maîtresse. Là, on se retrouve plus qu'en couple, éventuellement. Et donc là, je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose sur la dimension collective qui permettrait aussi de faire des distinctions entre les associations en disant, finalement, c'est quelques personnes qui se mobilisent, ou au contraire, c'est vraiment une dimension où on essaye d'embrigader un large pan de la société ou le plus large possible. Alors après, c'est peut-être des catégories de personnes, des catégories de contenu, mais ça pourrait être une interrogation aussi.
Je voudrais vous lancer peut-être sur un dernier volet de cet entretien qui est plus sur l'avenir. On est dans une situation, vous l'avez dit, où on s'est professionnalisé, dans une situation où il y a des mouvements qui s'opèrent et autour de la professionnalisation, autour de la reconnaissance des associations dans le Code des sociétés et des associations. Mais comment est-ce que vous imaginez que les associations vont évoluer dans les 5-10 prochaines années à venir, et de quoi est-ce qu'elles doivent se méfier, ou au contraire, de quoi est-ce qu'elles doivent se saisir pour quelque part gagner aujourd'hui et rester économiquement sur pied, mais aussi rester politiquement sur pied demain. Et peut-être, complément à cette question-là, on parle beaucoup d'économie sociale. Est-ce qu'à un moment donné, le champ associatif ne va pas se fondre complètement dans l'économie sociale, parce que cette distinction, qui est une distinction peut-être juste dans la tête, mais entre l'associatif non marchand et l'économie qui serait marchande, elle va disparaître, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est à la fois une association, mais aussi une entreprise économique, parce qu'on paye des salaires, parce qu'on fait des achats, parce qu'on vend des choses. Comment est-ce que vous voyez le futur finalement de l'associatif ? Bernard ? Alors, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que faire la distinction entre le marchand et le non marchand est un peu théorique et pas très productif. Donc moi je pense qu'effectivement on s'inscrit tous dans une réalité économique à titre d'individu, mais aussi à titre d'association, et donc le nier, à mon avis, ne sert à rien. Moi, je suis plutôt enthousiaste et optimiste. Pourquoi ? Parce que on sort d'une quarantaine d'années de néolibéralisme qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas, de mon point de vue, une réalité économique d'abord. C'est d'abord une réalité culturelle. C'est la fameuse pensée unique. Il n'y a pas d'alternative. On pense tous de la même chose, de la même manière, et on ne réfléchit même plus. Donc, je pense qu'on est en train tout doucement de sortir de là, et donc ça veut dire qu'on a besoin d'une réflexion collective et d'une association beaucoup plus forte qu'avant. Donc c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, parce qu'on voit bien qu'à travers toutes les initiatives économiques ou autres, citoyennes, etc., il y a une reprise de cette volonté de prise en main collective de notre destin. Et donc c'est une vraie opportunité pour le monde associatif de se refaire une santé. Il y a une condition à cela, c'est qu'effectivement, elle soit représentative. La fameuse phrase de Staline, le Vatican en combien de divisions ? Les associations ne peuvent pas, qu'on soit 2 ou 3 dans le conseil d'administration, à la limite, peu importe. Ce qu'il faut, c'est être non pas des centaines, mais des centaines de milliers. Et ça vaut pour les associations comme pour les coopératives, les mutuelles. Il faut recréer du lien à travers l'action collective. Et ce n'est qu'à ces conditions-là que le dynamisme des associations va reprendre. Et qui dit dynamisme dit financement. Pour moi, les deux sont liés. Et donc, je suis très optimiste, mais en même temps, je pense qu'on doit, en tant que partie prenante du monde associatif, se retrousser les manches. Les choses ne vont pas tomber du ciel tout cuit. Il y a vraiment des opportunités, mais qu'il faut saisir, quoi. Et donc, et c'est pour ça que, notamment dans le secteur que Isabelle connaît comme moi du coopérativisme, on voit plein de nouvelles initiatives. C'est génial, tous les jours il y a de nouvelles initiatives qui se prennent. On voit les choses, y compris des coopératives qui grandissent, qui évoluent, qui de plus en plus de nos concitoyens et concitoyennes connaissent effectivement la coopération, décident d'y participer, etc. On doit vraiment devenir, quelque chose de beaucoup plus prégnant encore dans la société. Donc, voilà, je pense que les 10 ou 20 prochaines années sont un vrai enjeu, un vrai défi. Et si on le gagne, si le monde associatif réussit à se réaffirmer, eh bien, je pense qu'il va transformer la société. Ok, c'est enthousiaste et positif. Isabelle ? Oui, moi je pense aussi qu'en fait, il y a aujourd'hui énormément d'innovations possibles. Et les innovations, c'est souvent dans le champ associatif et coopératif qu'elles se font.
Et donc, je pense que ça, il faut garder, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai que quotidiennement, nous, on reçoit des nouveaux porteurs de projets ou des nouvelles sociétés qui sont extrêmement innovantes et qui finalement, je pense qu'un des enjeux, du coup, c'est de garder ces innovations au cœur de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est évidemment pas au bout d'un certain temps que ce soit repris, mais du coup dévoyé avec une logique de lucre uniquement et sans garder en tête l'impact sociétal. Ça, c'est peut-être un peu un risque de ces nouvelles entreprises sociales qui pourraient passer dans les mains ou être rachetées par de grosses sociétés pour les détourner. Donc, mais je dirais que si on prend le point positif, c'est qu'il y a énormément d'innovation et que même y compris dans les sphères économiques, enfin, dans les universités par exemple, qui étaient plutôt des universités très fermées, très cloisonnées en silos, aujourd'hui le monde universitaire s'ouvre et décloisonne. Et donc on a des gens qui sortent d'études d'ingénieurs commerciaux ou de finance et qui veulent entreprendre de manière sociale et solidaire. Donc voilà, moi je pense que ça c'est très enthousiasmant. Il y a aussi, je trouve, on peut s'appuyer sur la prise de conscience citoyenne. C'est que de plus en plus de personnes s'intéressent à ces questions-là et décident à la fois de trier leurs déchets, mais se soucient aussi maintenant de ce qui est fait avec leur compte épargne. Alors c'est encore nouveau, mais c'est vrai que l'engouement pour la Newbie, clairement, ça va dans le sens d'une prise de conscience collective citoyenne. Et donc, je pense qu'il faut saisir cette opportunité-là aussi pour créer en fait une nouvelle société demain. Mais alors, il faut aussi, du coup, je pense, pour les porteurs de projets, je le dis pour moi aussi en tant que directrice de Crédal, c'est vraiment toujours être attentif à sa raison d'être et vraiment se recentrer, être fier de ce que l'on fait, le faire savoir et vraiment rester dans sa raison d'être. Et donc, il faut faire attention à toujours garder ça au cœur de son action, y compris quand on va chercher des financements. Donc ça, je pense que c'est quand même un enjeu important. C'est de garder, d'être vraiment sur sa raison d'être et ne pas écouter des sirènes qui pourraient être séduisantes, mais qui pour autant nous éloigneraient de notre raison d'être. Donc ça, c'est vraiment un point. Nous, on a toujours vraiment ça fort en point d'attention lorsqu'on prend des décisions de mener de nouvelles actions. Et enfin, j'ai envie de dire aussi, et ça c'est peut-être un peu différent du propos qu'on a eu jusqu'ici, c'est qu'il faut prendre soin de ses équipes parce que j'ai l'impression en fait que, avec cette crise aussi, c'est pas facile le télétravail. Et puis alors on a des partenaires, des clients qui sont actifs sur le terrain au niveau social et qui ont continué à travailler dans des conditions difficiles. Et donc en fait, ce sont des équipes qui sont mises sous pression. Et qui le font vraiment parce qu'ils y croient. Ce sont des personnes militantes qui travaillent au sein du secteur associatif et coopératif. Et donc, il faut aussi pouvoir en prendre soin. Or, ce n'est pas toujours là qu'on a des moyens à mettre. Et donc, prendre soin de ces équipes, c'est aussi pouvoir leur offrir peut-être pas des compensations financières, mais des formations, enfin voilà, et vraiment des possibilités d'évolution. Si c'est pas financier, au moins dans l'entreprise ou en dehors. Donc, je pense que le facteur humain aussi est un point d'attention et un point très, très important dans notre secteur. Et je pense que là, il y a des choses à développer aussi. Parce on travaille avec des personnes extrêmement motivées, professionnelles, militantes, qui se donnent sans compter. Et donc, il faut les cajoler, quoi. Je veux dire, il faut vraiment ne pas juste les remercier, mais il faut vraiment aussi mettre en place des choses qui leur permettent de tenir le coup dans la durée et surtout de mener une carrière comme on peut le faire dans le secteur privé, mais au fait en restant motivé tout au long de sa carrière et sans trop souffrir. Je pense à ça parce qu'il y a une étude qui a été faite sur le burn-out des associations et c'était très interpellant. Il y avait une lettre ouverte d'une directrice d'association et voilà. Effectivement, je pense qu'on on demande de plus en plus aux directions d'associations, particulièrement dans les petites associations qui sont peu équipées d'une direction financière, etc. Si vous n'avez pas tout ça autour de vous, c'est les directions d'associations qui portent beaucoup. Et donc, je pense que ça, c'est quand même un enjeu aussi. Donc, prendre soin des équipes et du facteur humain au sein de notre secteur, c'est essentiel, me semble-t-il. Peut-être, si je peux juste rajouter un tout dernier point, parce qu'on l'a peu évoqué, et pourtant je crois que c'est essentiel dans l'analyse, c'est l'aspect générationnel. Tu évoquais, Isabelle, effectivement, la campagne que Newbie a fait l'année passée, donc campagne de capitalisation. Donc il y a, si je ne me trompe pas, 70 000 personnes qui ont souscrit. Et dans ces 70 000 personnes qui ont souscrit au capital de Newbie, l'âge le plus représenté, c'est 28 ans.
Donc, il y a clairement dans la nouvelle génération un attrait particulier pour justement l'associativisme, le coopérativisme, etc. Et donc, voilà, c'est aussi ça probablement qui va permettre un renouveau important. Ouais, moi, je voulais vous demander, mais vraiment de manière très brève et en guise de conclusion, ce que vous retiendrez de cet échange dans les jours, dans les semaines qui viennent, en résumant quelque part dans ce que vous venez de dire maintenant, par rapport au futur. J'ai l'impression que Bernard, vous disiez, il y a besoin de réenchanter le collectif et de le soutenir et de l'alimenter. Et Isabelle, j'ai l'impression que vous parliez à la fois d'entretenir une culture et du sens dans l'action qu'on mène, et aussi de prendre soin des travailleurs, des travailleuses et des volontaires et du secteur associatif. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que vous allez vous retenir de cet échange-ci qu'on a eu? Premier qui trouve démarre. Hein. Non, mais je pense, ce que je retiendrai en tout cas certainement, de mon point de vue, c'est quelque chose enfin je ne vais pas généraliser, mais en tout cas dans ma pratique, nous ne faisons pas suffisamment souvent, c'est des arrêts sur image. C'est-à-dire un moment où on se pose et où on réfléchit effectivement, ben voilà, d'où on vient, où suis-je, où vais-je, voilà, parce qu'on est tous pris dans la vie de tous les jours, dans les difficultés, etc. Et donc, dans les projets aussi, dans l'enthousiasme aussi, bien sûr. Et donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir ouvrir des lieux, des moments de réflexion, y compris collectif d'ailleurs, sur l'évolution des choses. Et donc, à ce titre-là, je crois que se poser les questions qu'on s'est posées aujourd'hui, c'est tout à fait pertinent. Merci. Oui, tout à fait. J'ajouterais à ça, c'est tout à fait pertinent ce que tu viens de dire, Bernard, déjà. Et je trouve aussi qu'on doit être fier au fait de ce qu'on fait, et que dans cet arrêt sur image que l'on peut faire, c'est aussi se remercier les uns les autres et remercier les équipes évidemment, et être fier et pouvoir le dire. Et donc pouvoir aussi prendre du temps pour le communiquer, ce qui n'est pas toujours facile, je trouve, parce qu'effectivement on est plutôt dans le développement de projets, on avance et on a tendance à voir tout ce qu'on pourrait faire parce que les besoins sociaux sont énormes, et on oublie peut-être d'où on vient et tout ce qui a été mis en place. Et franchement, quand on voit la diversité du secteur, c'est énorme. Et on peut être fier de ça, et donc c'est intéressant à ce titre aussi, quand il y a des études et l'étude par exemple de Concertès qui montre aussi l'évolution de l'emploi, etc. Enfin, c'est remarquable, et donc on doit pouvoir le faire aussi beaucoup plus. Donc voilà, soyons fiers de ce qu'on fait, et voilà, moi je peux dire qu'au quotidien en tout cas, je suis toujours très heureuse de me lever et même s'il y a beaucoup de travail, d'affronter ma journée, parce qu'on fait un boulot qui est quand même vraiment très valorisant en fait, et entouré de personnes qui sont aussi extrêmement motivées, et donc c'est plutôt un contexte de travail finalement qui est très chouette et très valorisant. Ok, mille merci à vous de votre temps que je sais précieux et compté à plein de moments, et d'avoir répondu présent à l'appel du collectif 21. En vous entendant, je me disais encore deux choses, c'est des citations que je vous livre comme ça, mais il y en a une de Jean Houry, qui est une figure de la psychothérapie institutionnelle, qui disait en traitant son institution, dont il disait qu'il fallait en prendre soin, il disait: je me pose toujours la question, qu'est-ce que je fous là? Il s'occupait de fous, hein, donc il dit qu'est-ce que je fous là? Et ce qui est, je trouve, une question vraiment intéressante au quotidien à se poser dans nos boulots. Et puis une autre par rapport à qu'est-ce qui tombe du ciel. Il y avait une revue, je ne sais plus son prénom, c'est un jeune qui avait écrit ça, qui disait: du ciel, il n'y a jamais que de la pluie, de la neige ou des ennuis qui tombent. Donc effectivement, il y a peut-être des choses qu'on doit mener nous-mêmes, et ce n'est pas inintéressant. Mais donc merci tout plein. Et merci. J'espère que dans la suite de nos travaux, puisque l'idée c'est quand même d'arriver en 2021 avec des revendications et des lignes de force, on vous rappellera, et on espère qu'à un moment donné vous recroisez. Ça peut permettre qu'on réfléchisse ensemble, qu'on fasse du collectif finalement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bien volontiers. Merci beaucoup.